bascula avec le jeu des intérêts des Occidentaux combiné avec l'exigence de démocratisation qui toucha l'Afrique. Dès 1990, Mobutu fut lâché par les Belges, suivi par les Européens, et en 1993, les funérailles d'Houphouët furent aussi celles d'une certaine France-Afrique. Les modalités de la succession furent différentes. En Côte d'Ivoire, le dauphin constitutionnel Henri Konan Bédié, finalement élu en 1995, fit face au premier ministre du vieux Alassane Ouattara, qui dès le décès du patriarche avait montré son intention de lui succéder. Si Ouattara, venu des milieux financiers internationaux et formé aux États-Unis, avait été chargé de mettre en œuvre des politiques d'austérité impopulaires, c'est aussi parce que beaucoup ne le considéraient pas comme un Ivoirien de souche. De la même manière que quelques années plus tôt, Léon Kengo Ouadondo, Tutsi d'origine, avait été chargé de remettre de l'ordre dans les finances de Kinshasa. En Côte d'Ivoire, Konan Bédié mena campagne contre son rival Ouattara, en inventant le concept d'ivoirité. Cette exclusive, au Congo, allait se traduire par celui de nationalité douteuse, puis, lors des élections de 2006, par la congolité. Même si les modalités de la succession furent différentes dans les deux pays, la guerre, elle, allait être au rendez-vous. À Kinshasa, alors que la France aurait souhaité associer Kengo Ouadondo à la succession d'un Mobutu déclinant, les Américains s'étaient choisi un autre homme fort dans la région, sinon deux, Paul Kagame et Yoweri Museveni. Ces deux nouveaux leaders entendaient diriger à distance l'immense Congo, sinon le morceler, avec l'assentiment de certains milieux américains. Dès que fut dissipée l'euphorie suscitée par la chute de Mobutu, tous les Occidentaux, Belges compris, s'entendirent sur un point commun qui ressemble étrangement au sentiment qu'inspire aujourd'hui Gbagbo, la détestation de la communauté internationale. Laurent Désiré Kabila, initialement choisi comme simple porte-parole des rebelles, s'était autoproclamé chef de l'État, entendait exercer ses prérogatives et encourager un développement auto-centré. La conclusion ne tarda pas, il n'était pas l'homme qu'il fallait. Le scénario de la Deuxième Guerre du Congo, lancé en août 1998 au départ du Rwanda, inspirera plus tard celui de la Côte d'Ivoire. Des rebelles, entraînés dans les pays voisins, le Rwanda, l'Ouganda comme plus tard le Burkina Faso, dénoncent les discriminations exagérées dont leur groupe ethnique est victime. Ils s'emparent d'une partie du territoire, l'occupent et envoient ses ressources vers les pays frontaliers, le Rwanda et l'Ouganda en l'occurrence. Les voisins de la Côte d'Ivoire feront de même. Le Ghana, le Burkina Faso bénéficient de l'exportation de matières premières venues de Côte d'Ivoire, le diamant, le cacao. Au Congo, en 1998, la communauté internationale choisit de qualifier de guerre civile une agression venue de l'extérieur et qui n'est pas soutenue par les populations de l'Est. Elle refuse de s'interposer et convoque une conférence de paix dont les dés seront pipés. À Lusaka, en 1999, les rebelles congolais sont mis sur le même pied que les représentants du pouvoir central, ce qui permet de mettre en minorité l'indésirable Laurent Désiré Kabila. En outre, l'argument des droits de l'homme est habilement utilisé pour discréditer le vieux maquisard. Alors que l'on sait aujourd'hui, grâce au Mapping Report de l'ONU, que les massacres de réfugiés Hutus ont essentiellement été commis par des rebelles sous les ordres de l'armée rwandaise ou par les commandos de Kagame lui-même, c'est à Kabila que l'on fait porter la responsabilité des tueries. Alors qu'à Lusaka, ses émissaires ont cédé aux pressions, Kabila se tourne alors vers la rue, où des manifestants dénoncent la capitulation. Il faudra attendre 2002 pour que la roue tourne. Auparavant, le 16 janvier 2001, le coriace président a été victime d'un assassinat dont les commanditaires sont toujours demeurés dans l'ombre. En Côte d'Ivoire, après que le général Gueye se soit brièvement emparé du pouvoir, des élections ont lieu en 2000, mais Alassane Ouattara, comme Henri Konan Bédié, sont empêchés de se présenter. Laurent Gbagbo, issu de l'opposition, l'emporte contre le général Gueye et, comme ce dernier, conteste le résultat du scrutin. Il recourt à ses militants qui descendent dans la rue. Gbagbo avoue lui-même que les conditions de cette élection étaient calamiteuses et promet un gouvernement d'union nationale.
La campagne de dénigrement est immédiate, les partisans de Gbagbo qui tiennent la rue sont accusés d'avoir commis un massacre de Dioulass, musulmans du Nord, à Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan. Le président élu est accusé d'avoir repris à son compte le thème de l'ivoirité, cependant inventé par Bédier. Des campagnes sont menées contre le cacao ivoirien, la première ressource du pays, car des enfants, présentés comme esclaves, sont employés dans les plantations du Sud au dire de l'opposition dirigée par Ouattara. En 2002, l'éclatement de la guerre ne surprend guère ceux qui étaient passés par Ouagadougou. Les rebelles, des Ivoiriens du Nord, mais aussi des combattants recrutés dans tous les pays sahéliens, s'étaient entraînés durant des mois au Burkina Faso avec la bénédiction du président Blaise Compaoré. La France accepte cependant de s'interposer pour, à première vue, empêcher la chute de la capitale. Elle ne fait pas jouer les accords de défense, mais le contingent de la force Licorne se déploie dans une zone de confiance qui coupe le pays en deux, pour ensuite se mettre dans une posture de belligérance avec la destruction des aéronefs de l'armée ivoirienne et des tueries massives devant l'hôtel Ivoire à Abidjan en représailles au bombardement du cantonnement français de Bouaké qui aurait fait 9 morts, dont un Américain au cours de l'opération Dignité. Lorsqu'en 2003, la France, sous Jacques Chirac avec De Villepin aux affaires étrangères, convoque toutes les parties ivoiriennes dans un stade de rugby de l'Inas Marcoussis, la formule de Lusaka, déjà utilisée au Congo, est recyclée. Les rebelles sont placés sur pied d'égalité avec les représentants du gouvernement et ces derniers se voient sommés d'accepter un gouvernement d'union dans lequel les représentants des forces nouvelles occuperont des postes clés, la défense et la sécurité. En outre, les deux armées seront fusionnées. Gbagbo, placé devant le fait accompli, tente de calmer les siens avec à leur tête Charles Blé Goudé, le leader des jeunes patriotes. Les foules en colère envahissent les rues d'Abidjan. Au Congo, dès 2001, la négociation a repris avec Joseph Kabila. Plus malléable que son père, il a compris que, provisoirement en tout cas, mieux valait plier. En échange du départ des troupes étrangères et de la réunification du pays, les principaux groupes rebelles, le MLC de Bemba et le RCD de Ruberva, proches du Rwanda, sont intégrés au pouvoir de Kinshasa. Et ce n'est pas un hasard si le RCD se voit confier la défense et la sécurité, si Jean-Pierre Bemba a la haute main sur l'économie. De 2002 jusqu'en 2006, Joseph Kabila rassure les Occidentaux par sa modération. Il fait promulguer un code minier extrêmement ouvert aux investissements étrangers, promet de privatiser les entreprises publiques et donne tous les gages que lui demande le CIAT, Comité d'accompagnement de la transition, composé d'ambassadeurs étrangers. Il est récompensé de sa modération, non seulement par le vote des électeurs, 54%, mais aussi par le fait que son rival, Jean-Pierre Bemba, se retrouve entre les mains de la Cour pénale internationale. En outre, les accords de paix prévoient l'intégration des forces rebelles au sein de l'armée gouvernementale avec l'appui de la communauté internationale. En Côte d'Ivoire, d'autres accords signés à Ouagadougou cette fois, avec Compaoré comme médiateur, prévoient eux aussi des élections générales supervisées par les Nations Unies. Auparavant, les provinces du Nord, tenues par les rebelles, devraient être désarmées, les différentes armées intégrées ou démobilisées. En outre, Guillaume Soro, l'un des leaders de la rébellion, deviendra le premier ministre de Gbagbo. Ici aussi, les rebelles entrent au cœur du pouvoir. Au Congo, comme en Côte d'Ivoire, le volet militaire s'avère un échec. Dans le premier cas, l'intégration des divers groupes armés, basés sur le principe de l'impunité, introduira dans l'armée des militaires étrangers, ce qui privera Kabila du plus important des instruments de sa souveraineté, une armée fonctionnelle. En outre, l'Est du pays n'ayant pas été désarmé, des rébellions comme celle de Nkunda ou d'autres en gestation font peser sur Kinshasa une sorte d'épée de Damoclès. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, les rebelles des forces nouvelles, qui n'avaient pas été désarmés et avaient gardé leur structure de commandement, ont été accusés d'intimider, de bastonner les électeurs et d'avoir violé ou tué des militants de la majorité présidentielle, ce qui permit au Conseil constitutionnel de mettre en cause la crédibilité du scrutin et d'annuler le vote dans plusieurs bureaux. Dès lors, débutera un scénario surréaliste dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest,
autrefois havre de paix et de progrès. Les secrets de la présidentielle ivoirienne laissent croire que l'élection n'était qu'un prétexte pour enfin faire partir du pouvoir l'indécrottable Laurent Gbagbo. Les observateurs, tant européens qu'africains, envoyés sur le terrain s'accordent à se contredire. Parmi ceux-ci, outre plusieurs ONG d'Afrique, l'ex-premier ministre du Togo, Joseph Kofigo, dénoncera en même temps que le centre de commandement militaire intégré des exactions de nature à entacher sérieusement la sincérité du scrutin dans le nord encore sous contrôle de la rébellion. Au terme de la mission, les observateurs de l'Union africaine ont fait les constats suivants. La mission a relevé avec regret des actes de violence graves, notamment des pertes en vies humaines, des atteintes à l'intégrité physique, des séquestrations, des intimidations, des tentatives d'enlèvement et de dégradation du matériel électoral. Autant d'éléments qui devraient faire l'objet d'une appréciation minutieuse de la part des organes compétents afin de déterminer leur impact sur le scrutin. En outre, la mission déplore l'ouverture tardive de certains bureaux de vote, le manque de stickers dans certains bureaux de vote, le climat relativement lourd aux alentours de certains lieux de vote. Enfin, la mission déplore la séquestration de 2 de ses observateurs et remercie les agents de l'ONUCI pour le dénouement heureux intervenu à temps. Les envoyés de l'Union européenne, eux, affirmeront le contraire après avoir préalablement reconnu des échauffourées, mais qu'ils estimeront par la suite sans incidence majeure sur le vote. Paris se dit très préoccupé devant la cacophonie qui en découlera et manifestera même son inquiétude face à l'incapacité de commissions électorales indépendantes à donner les résultats de l'élection, alors que seulement 25 minutes la séparaient du délai d'expiration ce mercredi 1er décembre à minuit. Prise au piège du mode opératoire de consolidation des résultats qui prescrit le consensus et confrontée surtout aux difficultés structurelles de la commission composée d'une trentaine de membres de l'opposition contre seulement 4 de la majorité présidentielle, Youssouf Bakayoko, son président, avec un humour incompréhensible en cette période délicate, finira par concéder la forclusion. Je remercie les Ivoiriens d'être aussi patients. Nous avons, depuis la fin du scrutin, entrepris de faire un travail de validation des résultats qui nous parviennent des différentes régions de Côte d'Ivoire et bien entendu des différents bureaux de vote et des différentes commissions locales. Ce travail se poursuit. Nous ne l'avons pas encore achevé. Quand nous serons prêts, nous nous tournerons vers la télévision pour vous communiquer les résultats de nos délibérations à l'ensemble de la population. Je veux donc leur demander d'être patients, d'être compréhensifs et puis de nous laisser le temps de travailler en toute sérénité. Il s'agit de problèmes d'une grande importance. Il n'est pas encore minuit, donc nous continuons de travailler. Il n'est pas encore minuit. Nous poursuivons notre travail. Cela signifie que nous n'avons communiqué, à l'heure où je vous parle, aucun résultat. Nous n'avons rien dit à qui que ce soit parce que nous n'avons pas achevé notre travail. Mais avant, l'Élysée tentera le tout pour le tout, demandant ce même mercredi à 23h45 à son ambassadeur à Abidjan, à la suite d'Alassane Ouattara, d'adresser un courrier au président de la commission électorale. Monsieur le Président, il nous revient de façon récurrente que le candidat de la majorité présidentielle vous a adressé une requête aux fins d'invalidation de scrutin dans certaines régions du Nord et du centre de la Côte d'Ivoire. Or, au regard de la loi, il n'est pas de vos attributions d'invalider le scrutin, autrement nous vous aurions saisi en invalidation du scrutin dans les régions de l'Agnébi, du Haut-Sassandra, du Moyen-Comoé, du Fromager, de la Maraoué, des 18 montagnes, du Moyen-Cavali, des lagunes, pour les motifs ci-après. Empêchement de vote, violence et voies de fait sur nos représentants et militants, achat de conscience d'électeurs, séquestration de nos représentants, bourrage d'urnes, menaces de toutes sortes, atteinte à l'intégrité physique,
destruction de biens et toutes sortes de violations graves des droits de l'homme.